Je m'appelle Callum Ridgway, j'ai 33 ans, et je pensais autrefois que ma vie était plutôt bonne. Il y a 3 mois, je vous aurais dit que mon mariage avec Marissa était solide, peut-être même quelque chose dont je pouvais être fier. Nous étions ensemble depuis 7 ans, et je croyais que nous avions trouvé comment faire fonctionner notre relation malgré nos différences. Elle venait d'un monde d'argent ancien, de maisons luxueuses, d'écoles privées et de noms de famille qui en y avait du poids. Moi, je venais d'une vie ouvrière. Mon père était mécanicien, ma mère infirmière, et nous n'avions jamais eu plus que le nécessaire. Quand nous nous sommes rencontrés, j'étais juste un gars qui réparait des ordinateurs. Et elle, une femme brillante et belle qui semblait se moquer de mes origines. Je pensais que nous étions égaux, ou du moins, je m'en étais convaincu, mais avec le recul, je vois que les fissures étaient toujours là, prêtes à s'élargir. Sa famille, sa mère Blythe et son frère aîné Gregory ne m'ont jamais aimé. Chaque fois que j'étais avec eux, j'avais l'impression de passer une audition pour un rôle que je n'obtiendrais jamais. Ils souriaient, bien sûr, mais c'était le genre de sourire qui n'atteignait pas leurs yeux. Marissa balayait toujours ça d'un revers de main, disant « Ils finiront par t'accepter. Callum, donne-leur du temps. » Je voulais la croire, vraiment, mais 7 ans. C'est long pour attendre que les gens cessent de vous traiter comme de la poussière sous leurs chaussures cirées. Les choses étaient tendues depuis un moment, de petites disputes par-ci par-là. Mais rien que je ne pouvais gérer, jusqu'à la réunion familiale annuelle à New York. C'était censé être un week-end de rapprochement, une chance d'aplanir les tensions. Marissa m'a supplié d'y aller, disant que cette fois, ce serait différent, que sa famille me verrait pour qui j'étais vraiment. Je n'étais pas enthousiaste. Honnêtement, j'aurais préféré rester chez moi et réparer une douzaine d'ordinateurs portables cassés plutôt que d'affronter ses proches à nouveau. Mais j'y suis allé pour elle. Le domaine était une immense maison coloniale perchée sur une falaise, avec des escaliers raides et des pièces froides et résonnantes. C'était magnifique d'une manière qui vous faisait vous sentir petit, comme si vous n'aviez pas votre place à moins d'y être né. Dès notre arrivée, j'ai senti le poids de leurs regards. Blythe m'a accueilli avec une poignée de main si molle que je l'ai à peine sentie. Et Gregory a affiché un sourire narquois, comme s'il savait quelque chose que j'ignorais. Tout le week-end s'étendait devant moi comme un examen pour lequel je n'avais pas révisé. Et je ne m'étais pas trompé. Chaque conversation était un champ de mine. Je disais quelque chose de simple, comme à quel point le temps était agréable. Et Blythe me corrigeait, disant qu'il était inhabituellement chaud pour la saison, comme si j'avais insulté la famille en l'ignorant. Gregory ajoutait un commentaire sournois sur mon travail, demandant si j'avais déjà envisagé de monter en grade. Je riais, essayais de maintenir la paix, mais intérieurement, je bouillais. Marissa me disait de me détendre, qu'il ne pensait assez rien de mal, mais je voyais dans ses yeux qu'elle savait que si, le 2e jour, je comptais les heures avant de pouvoir partir. Je gardais la tête baissée, restais poli, mais c'était comme essayer de retenir de l'eau dans mes mains. Ça glissait. Le dîner ce soir-là a été le point de rupture. Nous étions tous réunis autour d'une longue table polie, les bougies vacillaient, l'argenterie cliquetait. Et je pensais que je pourrais peut-être m'en sortir sans dispute. Marissa a serré ma main sous la table, comme pour m'encourager. Et pendant 1 seconde, je me suis senti bien. Mais ensuite, Gregory a recommencé, plus fort cette fois, et Blythe s'est joint à lui, critiquant tout, de ma façon de m'asseoir au choix de ma chemise. Je sentais la pièce se refermer sur moi, tous ces regards braqués sur moi, attendant que je fasse un faux pas. Je ne sais pas pourquoi je pensais que ce serait différent. Peut-être étais-je juste fatigué de faire semblant que ça ne faisait pas mal. Peut-être voulais-je prouver quelque chose. À eux, à Marissa, à moi-même. Quoi qu'il en soit, cela a préparé le terrain pour tout ce qui a suivi. Et à la fin de ce week-end, je n'étais plus le même homme qui avait franchi ses portes. Cette réunion n'était pas juste un rassemblement familial. C'était le début d'une tempête que je n'avais pas vue venir. Une tempête qui couvait depuis des années. Je m'appelle Callum Ridgway, et je n'ai jamais été doué pour cacher ce que je ressens. Surtout pas cette nuit-là à la réunion. Le domaine familial à New York ressemblait à une scène de film, grand, ancien et froid, avec sa vue sur la falaise et ses escaliers interminables menant à des pièces où je n'avais pas le droit d'entrer. Marissa m'avait traîné là-bas, promettant que cette fois, ce serait différent, que sa famille finirait par m'accepter. Je n'y croyais pas vraiment, mais j'y suis allé quand même, parce que je l'aimais et que j'espérais qu'un jour, elle aurait raison.
Toute la maison sentait l'argent et le jugement. Et dès que nous sommes arrivés, j'ai su que j'allais en baver. Grégory, son frère aîné, attendait près de la porte d'entrée avec ce sourire narquois, comme s'il avait déjà gagné un jeu dont j'ignorais les règles. Blythe, sa mère, est sortie dans un nuage de parfum et m'a lancé un regard qui disait que j'avais sali ses sols impeccables. Même si mes chaussures étaient propres, j'ai essayé de passer outre, me disant que ce n'était que quelques jours. Mais chaque pas dans cette maison me donnait l'impression de m'enfoncer plus profondément dans un piège. Marissa me murmurait « Souris, calme, ils vont s'adoucir ». Mais sa voix semblait plus désespérée qu'assurée. Le dîner a été le véritable test. Cependant, nous nous sommes tous assis autour de cette immense table, du genre qu'on voit dans les photos de la royauté, avec des bougies, des verres en cristal et plus de fourchettes que je ne savais quoi en faire. Je m'étais habillé, j'avais mis une cravate, même si je détestais ça, parce que je voulais m'intégrer, ou du moins ne pas leur donner une cible facile. Les plats sont arrivés, des mets sophistiqués dont je ne pouvais pas prononcer le nom, et je suis resté silencieux, hochant la tête, pendant qu'ils parlaient de gens et de lieux dont je n'avais jamais entendu parler. Puis Grégory a commencé. « Alors, calme, a-t-il dit, s'adossant à sa chaise, comme s'il possédait le monde, toujours à bricoler avec ses ordinateurs. Ça doit être sympa d'avoir une vie aussi simple. » Son ton était tranchant, et quelques cousins ont ricané. J'ai forcé un rire, dit quelque chose sur le fait que j'aimais mon travail, mais il n'a pas lâché. « Tu n'as jamais pensé à faire quelque chose de plus ambitieux ?» a-t-il demandé, et je sentais les yeux de Blythe sur moi, attendant que je trébuche sur ma réponse. J'ai marmonné quelque chose sur le fait que j'étais heureux où j'étais, et Marissa a serré mon genou sous la table, comme si ça allait m'aider. Ça n'a pas aidé. La pièce continuait de bourdonner avec leur bavardage, et je me sentais comme un fantôme, juste là. Pas vraiment de la partie, puis j'ai eu cette idée stupide de porter un toast. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que je pensais que ça leur montrerait que je n'étais pas un étranger, que j'avais ma place à cette table avec ma femme. Je me suis levé, j'ai raclé ma gorge, et j'ai commencé à parler de gratitude, de la chance que je ressentais d'être une partie de leur famille. Je l'ai gardé court, simple, rien d'extravagant, mais à mi-chemin. Ses cousins ont commencé à rire. Pas fort, juste un petit ricanement méchant qui s'est propagé comme une onde. Mon visage brûlait, et je me suis arrêté, regardant autour de moi tous ces visages, certains amusés, d'autres ennuyés. Aucun de mon côté, j'ai haussé la voix, pas en criant, juste fermement. Et j'ai dit « Je suis sérieux, je le pense ». Le rire s'est éteint, et la pièce est devenue silencieuse. Je pensais peut-être que j'avais réussi, qu'il m'avait entendu pour une fois. Mais ensuite, Blythe s'est levée, lentement et délibérément, comme si elle allait rendre un verdict. « Nous ne tolérons pas les caprices à cette table. Calme, a-t-elle dit, sa voix glaciale, des caprices. Comme si j'étais un enfant faisant une crise. Au lieu d'un homme essayant de dire quelque chose de sincère, j'ai regardé Marissa, attendant qu'elle dise quelque chose, n'importe quoi, pour me soutenir. Elle n'a rien dit. Elle a juste fixé son verre de vin, le faisant tourner comme s'il contenait toutes les réponses. Ma poitrine s'est serrée, et je me suis rassis, le silence pesant sur moi. Le reste du dîner s'est éternisé, les fourchettes raclant les assiettes, les voix reprenant comme si de rien n'était. Mais j'avais fini, je le sentais dans mes tripes. Ce n'était pas juste une autre mauvaise soirée. C'était le début de quelque chose qui se brisait. Grégory a souri narquois de l'autre côté de la table. Blythe a siroté son verre. Et Marissa refusait de croiser mon regard. J'ai essayé de tendre la main, de construire un pont avec ce taux stupide. Et ils l'ont brûlé avant que je puisse finir. Je suis resté silencieux après ça, hochant la tête quand il le fallait. Mais à l'intérieur, je fulminais. Pas bruyamment, pas sauvagement, juste une chaleur constante et croissante que je ne pouvais pas secouer. J'avais passé des années à encaisser leurs pics, à ravaler ma fierté, à me dire que ça valait le coup pour elle. Mais assis là, la regardant choisir son vin plutôt que moi, j'ai commencé à me demander combien de temps je pourrais encore supporter. La soirée s'est terminée par des au revoir polis et des sourires faux. Et j'ai suivi Marissa jusqu'à notre chambre, le poids de cet instant pesant encore sur moi. Je ne le savais pas encore, mais ce toast avorté était la première fissure dans un mur que j'avais maintenu trop longtemps. Je m'appelle Callum Ridgway, et je n'ai jamais été du genre à faire de grandes scènes. Mais cette nuit-là, après le dîner à la Réunion, je ne pouvais plus me retenir. Nous étions revenus dans la chambre d'amis que Marissa et moi partagions.
Un endroit chic, avec un lit à baldaquin et des rideaux qui coûtaient probablement plus cher que ma voiture. La porte s'est refermée derrière nous, et je suis resté là un instant, fixant le sol, essayant de trouver, comment dire, ce que je retenais depuis des années. Ma cravate m'étouffait. Alors je l'ai arrachée et jetée sur la chaise, toute la soirée repassant dans ma tête. Les sourires narquois de Grégory, le rejet glacial de Blythe, et Marissa assise là comme une statue pendant que sa famille se moquait de moi. Je me suis tourné vers elle, et elle était déjà perchée sur le bord du lit, les bras croisés, me regardant comme si c'était moi qui avais fait quelque chose de mal. C'était quoi, ça? Kaloum, a-t-elle demandé, sa voix basse mais tranchante, comme si elle grondait un enfant. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de garder mon calme, et j'ai dit « J'en ai assez, Marissa. J'en ai fini avec ça. » Elle a levé les yeux au ciel, et ce petit geste a allumé un feu en moi. « Tu es trop sensible, » a-t-elle dit, comme si c'était un fait que j'aurais dû connaître. Il plaisantait juste. Tu n'avais pas à faire une scène. Une scène? Je n'avais pas crié. Rien jeté. Juste hausser la voix pour finir un toast qu'ils avaient transformé en blague. Je me suis rapproché, les poings serrés, et j'ai dit « Je suis ton mari, pas leur punching ball. J'ai encaissé leurs conneries pendant des années, et tu ne m'as jamais défendu une seule fois. » Elle n'a pas bronché, gardant les bras croisés, son visage tout calme et posé, comme si elle avait répété cette scène. « Tu ne comprends pas ?» a-t-elle dit. « C'est comme ça qu'ils sont, il faut juste faire avec. » Faire avec. 7 ans de commentaires sournois, de sourires faux et de tests que je ne pouvais pas réussir. Et elle pensait que je devais continuer à avaler ça. Ma voix, et j'étais resté bassé. Mais elle tremblait maintenant. Je ne devrais pas avoir affaire avec. Tu aurais dû me soutenir là-bas. Au lieu de ça, tu les as laissés me traiter comme si je n'étais rien. Elle a soupiré, longuement et dramatiquement, comme si je l'épuisais. Tu exagères tout ça, a-t-elle dit, et j'entendais sa mère dans son ton. Cette même arrogance, c'est là que j'ai craqué. Pas bruyamment, pas sauvagement, juste une rupture silencieuse en moi. Non, Marissa. Ai-je dit, je n'exagère pas. J'en ai fini de prétendre que c'est normal. J'en ai fini d'être le mec qu'il malmène pendant que tu regardes. Ses yeux se sont plissés, et elle s'est levée, laissant enfin tomber ses bras croisés. Tu as 2 options. Kaloum, a-t-elle dit, sa voix dure maintenant. S'excuser ou partir. Je me suis figé. La pièce est devenue si silencieuse que j'entendais le vent secouer les vieilles fenêtres. M'excuser. Pourquoi? Pour avoir essayé de dire quelque chose de sincère, pour vouloir que ma femme se soucie de moi, je l'ai regardée, attendant qu'elle retire ses mots, qu'elle s'adoucisse, qu'elle me montre qu'elle ne le pensait pas. Mais elle est restée. Elle est restée là, le menton relevé, comme si elle avait tracé une ligne et me défiait de la franchir. J'avais passé des années à me battre pour nous, à plaider ma cause auprès de sa famille, à prouver que j'étais assez bien, à la supplier de me voir comme plus que le mec qu'il ne voulait pas qu'elle épouse. Et maintenant, elle me donnait un ultimatum, comme si c'était moi qui avais échoué. Ma poitrine me faisait mal, une douleur profonde et lourde, mais ma tête était claire pour la première fois depuis longtemps. Je n'ai pas crié en retour. Je n'ai pas supplié qu'elle change d'avis. Je l'ai juste regardée, vraiment regardée, et j'ai vu quelqu'un qui avait encore choisi eux plutôt que moi. D'accord, ai-je dit, ma voix ferme, même si je me sentais brisé. Elle a cligné des yeux, comme si elle ne s'y attendait pas, mais je ne lui ai pas donné le temps de répondre. Je me suis retourné, j'ai attrapé mon sac de voyage dans le placard, et j'ai commencé à faire mes affaires. Pas tout, juste ce dont j'avais besoin. Quelques chemises, mes jeans, ma brosse à dents. Elle m'a regardé, silencieuse maintenant, et je sentais ses yeux sur mon dos. Mais elle n'a rien dit. Pas de « attends », pas de « parlons-en », rien. J'ai fermé le sac, l'ai jeté sur mon épaule et me suis dirigé vers la porte. Ma main était sur la poignée quand elle a enfin parlé. « Tu fais vraiment ça ?» a-t-elle demandé, et il y avait une fêlure dans sa voix. Mais ce n'était pas assez pour m'arrêter. Je ne me suis pas retourné. « Ouais », ai-je dit, « je le fais ». Et puis je suis sorti. Le couloir était sombre, la maison silencieuse, sauf pour le faible bourdonnement des voix en bas. J'ai bougé vite, descendant ces stupides escaliers sinueux, passant devant les portraits de ses ancêtres qui me regardaient comme s'ils savaient que je n'avais pas ma place. Ma camionnette était garée devant.
et j'ai jeté mon sac à l'arrière. Je suis monté et j'ai démarré le moteur. Les phares ont percé la nuit et j'ai roulé, le domaine rapetissant dans mon rétroviseur. Je ne savais pas encore où j'allais, juste que je ne restais pas. Mes mains serraient le volant fort et mon cœur battait, mais je ne me sentais plus piégé. J'avais passé tant de temps à essayer de m'intégrer dans son monde, à me plier pour que ça fonctionne. Et à cet instant, j'ai réalisé que je n'avais pas à le faire. Elle m'avait donné un choix, m'excuser ou pas. Et j'avais choisi celui qu'elle ne pensait pas que je prendrais. La route s'étendait devant, vide et noire. Et pour la première fois en des années, j'avais l'impression de pouvoir respirer. Je m'appelle Callum Ridgway, et je n'ai pas regardé en arrière après avoir quitté cette grande maison froide sur la falaise. Le moteur de la camionnette grondait sous moi alors que je m'éloignais de la Réunion, de Marissa et de sa famille, de 7 ans à essayer d'être quelqu'un que je n'étais pas. Mes mains serraient encore le volant. Mon sac rebondissait sur le siège arrière, et mon esprit tournait à plein régime, mais je ne me sentais pas perdu. Pas encore. Je savais juste que je ne pouvais pas rentrer chez nous, pas dans l'appartement que nous partagions, pas dans la vie qui ressemblait à une cage portant son nom. J'ai conduit toute la nuit, la route sombre et silencieuse, passant par de petites villes dont les lumières s'éteignaient une à une. J'ai gardé mon téléphone éteint. Je ne voulais pas entendre sa voix, ni celle de Grégory, ni celle de Blythe, ni voir les messages que je savais arriveraient. Environ 2 heures plus tard, j'ai vu un panneau pour un petit aéroport, un de ces régionaux qu'on rate si on ne fait pas attention. Ce n'était pas grand-chose, à peine plus qu'une piste d'atterrissage et un bâtiment bas en briques. Mais quelque chose m'a attiré. J'ai garé la camionnette, pris mon sac et entré. L'endroit était à moitié endormi, juste un gars ennuyé au comptoir et quelques distributeurs automatiques bourdonnant dans un coin. Je n'avais pas de plan. Je ne savais même pas où je voulais aller. Mais quand je suis arrivé au comptoir, j'ai demandé « Quel est le prochain vol ?» Le gars a à peine levé les yeux, tapant sur son ordinateur. « Un pour l'Oregon dans 40 minutes. » a-t-il dit. Ça fait $200. L'Oregon. Je n'y étais jamais allé. Je n'y avais même pas beaucoup pensé. Mais ça semblait loin. Loin de New York. Loin de sa famille. Loin du désastre dont je venais de m'échapper. Je le prends. Ai-je dit, sortant de ma carte. Il a haussé les épaules, imprimé le billet et me l'a tendu comme si ce n'était rien. Pour lui, ce n'était pas grand-chose. Pour moi, c'était tout. Je me suis assis sur une chaise en plastique dure près de la porte d'embarquement, mon sac à mes pieds. Regardant l'horloge avancer, mon cœur battait encore. Mais ce n'était pas de la peur. C'était autre chose, quelque chose comme du soulagement, mêlé d'une sorte d'énergie sauvage que je n'avais pas ressentie depuis des années. L'avion était petit, un de ces petits coucous avec des sièges étroits et une seule allée. Mais peu m'importait. Je me suis installé près d'un hublot, j'ai bouclé ma ceinture et j'ai regardé la piste sombre. Quand les moteurs ont rugi et que nous avons commencé à rouler, j'ai senti le sol s'éloigner, et avec lui, tout le poids que je portais. Là-haut, à 6000 mètres d'altitude. Il n'y avait que moi et le bourdonnement de l'avion. Pas de voix pour me dire ce que je devais faire. Pas de regard pour me juger pour ce que je n'étais pas. J'ai gardé mon téléphone éteint pendant tout le vol. Je ne l'ai même pas vérifié quand nous avons atterri. L'aéroport en Oregon était plus grand mais toujours calme. Le genre d'endroit où les gens bougent lentement et ne posent pas de questions. J'ai loué une voiture avec du liquide, une berline usée qui sentait le vieux café, et j'ai roulé vers la côte. Je n'avais pas de carte, juste une vague idée d'aller vers l'ouest jusqu'à ce que je trouve l'eau. Le ciel commençait à s'éclaircir quand je suis arrivé, gris et doux avec la promesse. Du matin, j'ai trouvé un motel bon marché près de la plage, le genre avec de la peinture écaillée et une enseigne au néon qui clignotait. La dame à la réception se moquait de savoir qui j'étais ou pourquoi j'étais là. Elle a juste pris mon argent et m'a donné une clé. La chambre était petite, un lit, une chaise, un lavabo avec un miroir fissuré, mais elle était à moi. Du moins pour l'instant. J'ai posé mon sac, retiré mes chaussures et me suis assis sur le bord du matelas, écoutant le faible bruit des vagues dehors. Mes mains tremblaient un peu, pas de froid, mais de l'adrénaline de tout ça. Je l'avais fait, j'avais marché, acheté un billet et atterri à l'autre bout du pays sans plan ni excuse. Une partie de moi se demandait ce que faisait Marissa à cet instant. L'avait-elle dit à sa famille? Riait-il?
disant qu'il savait que je craquerais un jour. Je pouvais imaginer Blythe secouant la tête, Grégory souriant, narquois, et Marissa assise là, peut-être confuse, peut-être en colère, mais probablement pas à ma poursuite. Elle m'avait donné cet ultimatum, m'excuser ou pas, et j'avais choisi la porte qu'elle ne pensait pas que je prendrais. Je me suis allongé sur le lit, fixant le plafond taché, et j'ai laissé le silence s'installer. Personne ne savait où j'étais. Personne ne pouvait m'atteindre. Pour la première fois en des années, je ne répondais à personne. L'air sentait le sel et la liberté. Et même si je ne savais pas ce qui viendrait ensuite, je savais que je ne reviendrais pas en arrière. L'Oregon était une page blanche, un endroit où je pouvais respirer sans qu'on me dise que je le faisais mal. J'ai fermé les yeux, le bruit de l'océan filtrant à travers les murs fins, et j'ai pensé, c'est ça, c'est à moi. Le billet aller simple n'était pas juste un vol, c'était une ligne que j'avais tracée, et je n'allais pas la franchir à nouveau. Je m'appelle Callum Ridgway, et ces premiers jours en Oregon m'ont donné l'impression d'être sorti de ma propre vie pour entrer dans celle de quelqu'un d'autre, une meilleure, plus calme. Je me réveillais dans cette chambre de motel bon marché, avec le miroir fissuré, et le bruit des vagues se faufilant par la fenêtre. Et pour la première fois en des années, je n'avais pas l'impression de devoir m'expliquer à qui que ce soit. Mon téléphone était toujours éteint, enfoncé au fond de mon sac, et je n'étais pas prêt à le rallumer. Je ne voulais pas savoir ce qui m'attendait. Appel manqué, textos, peu importe ce que Marissa ou sa famille avaient à dire, je voulais juste le silence, et l'Oregon me l'offrait. Après une douche rapide dans cette minuscule salle de bain, j'ai pris mes affaires et quitté le motel, décidé à trouver quelque chose de plus permanent. La dame à la réception n'a même pas levé les yeux quand j'ai rendu la clé. Et j'ai aimé ça. Pas de questions, pas de chichi. J'ai roulé le long de la côte dans cette berline louée. L'océan à ma gauche, gris et sans fin. Et les arbres à ma droite, grands et verts, d'une manière que je n'avais pas l'habitude de voir à l'est. C'était magnifique, mais pas de manière ostentatoire, juste stable, comme s'il n'avait rien à prouver. J'ai fini dans une petite ville, un de ces endroits avec une rue principale unique et une poignée de boutiques qui semblaient être là depuis toujours. Il y avait une pancarte dans une vitrine. Studio à louer, 600 $ par mois. J'ai garé la voiture, appelé le numéro et rencontré un gars nommé Tom qui sentait le poisson et m'a donné les clés après que je lui ai payé en liquide pour le premier mois. L'endroit n'avait rien d'extraordinaire. Une pièce avec une petite cuisine, une salle de bain, et une vue sur l'eau si on se penchait juste bien par la fenêtre. Mais il était à moi. J'ai posé mon sac par terre, me suis assis sur le canapé bosselé et j'ai laissé échapper un souffle que je ne savais pas que je retenais. Ce premier jour, je suis allé marcher sur la plage, les mains dans les poches, le vent tirant sur ma veste. Le sable était froid sous mes chaussures, et les vagues déferlaient lentement et régulièrement, comme si elles me disaient de prendre mon temps. Je me sentais plus léger que je ne l'avais été depuis des années, comme si tout le poids de la famille de Marissa, leurs pics, leurs règles, leurs attentes, était resté à New York. J'ai décroché quelques petits boulots d'informatique en freelance en ligne, des trucs faciles que je pouvais faire de n'importe où, et j'ai acheté des provisions dans un petit magasin où la caissière m'a souri comme si j'étais déjà un habitué. C'était simple, et simple, c'était ce dont j'avais besoin. Au 3e jour, la paix a commencé à se fissurer. J'avais laissé mon téléphone éteint, mais la curiosité, ou peut-être la stupidité, a pris le dessus, et je l'ai rallumé. L'écran s'est illuminé avec des notifications, l'une après l'autre, comme une tempête qui s'annonçait. Marissa avait appelé 10 fois, laissé des messages vocaux que je n'ai pas écoutés. Grégory m'a envoyé un texto. « T'es vraiment un numéro, à t'enfuir comme ça. » Le message de Blythe était plus long. Quelque chose sur le fait que j'avais déshonoré la famille et abandonné mes responsabilités. J'ai tout parcouru, l'estomac noué, mais je n'ai pas laissé ça m'atteindre trop profondément. J'avais déjà entendu tout ça, leur colère, leurs reproches, et je n'allais plus porter ce fardeau. Il y avait aussi des messages de ma sœur, une Kietz, et quelques-uns de mon pote Dorian, juste pour prendre des nouvelles. Je leur répondrai plus tard, mais pas encore. J'ai supprimé les discussions de groupe familial dans lesquelles Marissa m'avait forcé à entrer. Ces fils interminables, où ses cousins planifiaient des brunchs, et sa mère envoyait des rappels passifs-agressifs sur l'étiquette. Mon téléphone semblait plus propre après ça, comme si j'avais nettoyé une couche de saleté. Les appels ont continué,
Cependant, encore Marissa, puis Grégory, puis un numéro que je ne reconnaissais pas, mais que j'ai supposé être celui de Blythe, utilisant le téléphone de quelqu'un d'autre. Je n'ai pas répondu. Je n'avais pas besoin d'entendre la panique ou la rage, pas besoin de savoir s'il me maudissait ou pleurait. Je connaissais déjà le scénario. J'étais le méchant, celui qui abandonne, celui qui ne pouvait pas gérer. Tant pis, qu'il pense ça. Je me suis assis à la petite table dans mon studio. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai tapé un email à Marissa. Ce n'était pas long, juste quelques lignes. Je vais bien. Je ne reviens pas. Si tu as besoin de me contacter, parle à mon avocat. Je n'avais pas encore d'avocat, mais j'en trouverai un bientôt. J'ai cliqué sur envoyer, fermé l'ordinateur et me suis adossé à la chaise, fixant le plafond. Pas d'excuses, pas d'explications, pas de place pour qu'elle argumente. C'était tout. La dernière chose que je lui dirais pendant un moment, peut-être pour toujours. Le téléphone a encore vibré, mais je l'ai éteint et jeté sur le canapé. Dehors, le ciel devenait rose au-dessus de l'eau, et je suis sorti sur le petit balcon. Respirant l'air salé, j'entendais les mouettes et le faible bourdonnement d'un bateau au loin. C'était ma vie maintenant, calme, à moi, sans les règles de quelqu'un d'autre. Je ne savais pas combien de temps ça durerait, ni ce qu'il ferait ensuite. Mais pendant ces premières 48 heures, j'avais trouvé quelque chose que je n'avais pas eu depuis des années. La paix. Le silence n'était pas juste l'absence de bruit, c'était l'absence de leur voix, de leurs exigences, de leurs jugements. Ils disaient tout ce que je ne pouvais pas mettre en mots. J'avais marché et je ne regardais pas en arrière. Les vagues continuaient de déferler, régulières et sûres, et je les laissais m'envahir, noyant le passé, un choc à la fois. Je m'appelle Callum Ridgway, et après une semaine en Oregon, j'ai commencé à sentir que la poussière retombait enfin, pas seulement autour de moi, mais en moi aussi. Ce petit studio, près de la côte, était maintenant chez moi, avec ses planchers qui grinçaient et la brise salée qui glissait par la fenêtre chaque matin. Je me réveillais au son des vagues, faisais du café dans une tasse ébréchée que j'avais achetée dans un magasin d'occasion, et m'asseyais à ma table avec mon ordinateur portable, prenant des boulots d'informatique en freelance pour payer les factures. Ce n'était pas glamour, mais c'était à moi, et c'était suffisant. À New York, je pouvais seulement imaginer ce qu'ils disaient de moi. La famille de Marissa avait une façon de tout transformer en une histoire où ils étaient les victimes. Et moi le méchant qui était parti en trombe, les laissant tous en ruine. Il nous a abandonnés. Je pouvais entendre Blythe dire, sa voix dégoulinante de cette fausse douleur qu'elle maîtrisait si bien. Il était instable, ajouterait Grégory, souriant narquois, comme s'il avait toujours su que je craquerais. Il n'a pas supporté la pression, dirait peut-être Marissa, calme et triste, comme déçue mais pas surprise. Je n'avais pas à deviner trop fort. J'avais vécu avec leur jugement assez longtemps pour savoir comment ils allaient le tourner. Ils seraient assis autour de cette grande table au domaine, sirotant du vin et me démontant, se convainquant que j'avais toujours été le problème, mais je n'étais pas là pour l'entendre, et c'était la meilleure partie. J'avais des gens qui voyaient les choses différemment. Cependant, mes propres témoins, pourrait-on dire, ma sœur, Ellie, m'avaient vu me rétrécir au fil des années, essayant de m'intégrer dans le monde de Marissa. Elle m'appelait après chaque visite chez eux, demandant « Pourquoi les laisses-tu te traiter comme ça ?» Je balayais ça, disais que ce n'était pas grave, mais elle savait mieux. Mon meilleur ami Dorian était pareil. Il était là depuis le début, quand Marissa et moi sortions juste ensemble, et il m'avait vu lentement disparaître dans l'ombre de sa famille. « T'es pas toi-même avec eux, mec ?» disait-il. Et je riais, mais il avait raison. Ils avaient tous deux essayé de me prévenir, à leur manière, que je perdais quelque chose. Moi-même, peut-être. Et maintenant que j'étais parti, je sentais ça revenir. Marissa n'a pas demandé le divorce tout de suite, et ça ne m'a pas surpris. Elle n'était pas du genre à agir vite. Elle attendrait, jouerait le jeu, verrait si je craquerais en premier. Blythe lui a probablement dit que je reviendrais en rampant, l'accueil entre les jambes, suppliant pour le pardon. Ils le font toujours. Je pouvais l'entendre dire, toute suffisante et certaine, comme si j'étais un chien errant prévisible. Grégory la soutiendrait, disant que je n'avais pas le cran de rester parti. Il s'assoirait là, planifiant combien de temps il me faudrait pour craquer. Combien de jours avant que je me pointe à l'appartement avec des excuses et une promesse de me tenir à carreau. Mais les jours se sont transformés en semaines, et je n'ai pas appelé, pas envoyé de texto, pas montré le bout de mon nez.
J'avais envoyé cet email. Je vais bien. Je ne reviens pas. Parle à mon avocat. Et c'était tout. Silence radio de mon côté. Et ça devait les rendre fous, j'en suis sûr. Je pouvais imaginer Marissa vérifiant son téléphone, attendant quelque chose qui ne venait pas. Sa mère planant au-dessus de son épaule, lui disant d'être patiente. Mais je ne jouais plus à leur jeu. Ici, je respirais à nouveau. Vraiment. Pas juste aspirant de l'air entre leurs pics et leurs attentes. L'air en Oregon était propre, piquant de sel et de poing. Et il remplissait mes poumons comme s'il l'avait toutes les années où j'avais retenu mon souffle. Je marchais sur la plage le matin, les mains dans les poches, regardant les vagues aller et venir. Et c'était comme si elles lissaient les bords rugueux en moi. Je n'avais pas besoin de grand-chose, juste mon petit chez-moi, mon travail, et le calme. J'ai effacé leur voix de mon téléphone, leur visage de ma tête, et chaque jour où je restais parti, je me sentais plus fort. Comme si je construisais quelque chose de nouveau avec les morceaux qu'ils avaient essayé de briser. Je pensais à ma mère parfois, à comment elle nous avait élevés, Ellie et moi, toutes seules après la mort de papa, travaillant de longues heures à l'hôpital pour nous nourrir. Elle ne s'était jamais excusée pour qui elle était, n'avait jamais plié pour correspondre à l'idée que quelqu'un d'autre avait d'elle. Et j'avais oublié ça de moi-même quelque part en chemin. La famille de Marissa m'avait fait me sentir petit, comme si je devais prouver que je valais quelque chose. Mais ici, je n'avais rien à prouver. Les gens que je rencontrais, le gars à l'épicerie, la dame qui tenait le café au bout de la rue, se moquaient d'où je venais ou de qui j'avais épousé. Ils hochaient juste la tête, disaient bonjour, et me laissaient être eux. C'était simple, et simple, c'était la liberté. Je gardais mon téléphone éteint, la plupart du temps maintenant, ne l'allumant que pour vérifier avec Ellie ou Dorian, qui avaient tous deux applaudi quand je leur ai dit que j'étais parti. Il était temps, a dit Ellie, et Dorian a juste ri. 10 ans. Je savais que t'avais ça en toi. Ils étaient de mes ancres. Ce qui me rappelait que je n'étais pas fou d'être parti. Marissa pouvait attendre autant qu'elle voulait. Sa famille pouvait inventer leurs histoires. Mais je ne revenais pas. La poussière était retombée. Et j'étais toujours debout. Plus fort, plus calme, et enfin libre. Je m'appelle Callum Ridgway. Et 2 mois après avoir atterri en Oregon, j'ai dû revenir. Pas pour rester. Pas pour réparer les choses. Juste pour récupérer ce qui était à moi. Je vivais léger dans ce petit studio sur la côte, travaillant à mes contrats en freelance, respirant l'air salé, mais il y avait des choses dans l'appartement que je ne pouvais pas laisser derrière pour toujours. Pas des meubles ou des trucs chics, Marissa pouvait tout garder. Mais les petites choses qui comptaient, les vieux livres de ma mère, une montre que mon père m'avait donnée avant de mourir, quelques photos de moi et Ellie quand nous étions enfants. C'était à moi, légalement, et de toutes les autres manières. Et je n'allais pas les laisser enfouis dans son monde. Alors j'ai réservé un vol pas cher pour New York, loué une voiture à l'aéroport, et conduit jusqu'à l'appartement un mardi matin gris. Tout le voyage donnait l'impression de marcher dans un souvenir que je ne voulais pas revivre. Les routes familières, le bourdonnement de la ville, le poids de tout ça revenant. Je n'ai dit à personne que je venais, ni à Marissa, ni à sa famille, ni même à Ellie ou Dorian. Je voulais que ce soit rapide et discret. Entrer et sortir avant qu'ils puissent en faire une bataille. L'appartement était le même quand je me suis garé. Immeuble élégant, fenêtre en verre. Le genre d'endroit que son argent avait choisi. Pas le mien. J'avais toujours ma clé, et elle a tourné facilement dans la serrure, la porte s'ouvrant sur cette odeur stérile et coûteuse que je n'avais jamais aimée. L'endroit semblait vide, ou du moins, je le pensais. Les chaussures de Marissa n'étaient pas près de la porte. Son manteau n'était pas sur le porte-manteau. J'ai poussé un soupir et me suis mis au travail, prenant quelques cartons dans le placard et commençant dans la chambre. J'ai pris les livres sur ma table de nuit, la montre dans le tiroir, et une poignée de vêtements que je ne détestais pas emporter. C'était étrange d'être là sans sa voix en fond, sans ses yeux qui me regardaient comme si j'allais tout gâcher. J'étais à mi-chemin dans mes affaires quand la porte s'est ouverte derrière moi. Je me suis figé, les mains sur un cadre photo, et me suis retourné pour voir Marissa debout là. Pas d'avertissement, pas d'appel, juste elle dans ce manteau en laine que sa mère lui avait offert, celui qui coûtait plus cher que ma camionnette. Elle était la même, cheveux noirs tirés en arrière, visage calme, mais ses yeux étaient plus grands que d'habitude, comme si elle ne s'attendait pas à me voir. « Callum », a-t-elle dit, et sa voix était douce, presque tremblante. J'ai hoché la tête, continuant à m'occuper du carton.
Je viens juste chercher mes affaires. » ai-je dit, évitant de la regarder trop longtemps. Elle est entrée, fermant la porte, et est restée là comme si elle ne savait pas quoi faire. « Tu le pensais vraiment ?» a-t-elle dit, et ce n'était pas une question. J'ai hoché la tête à nouveau. Ouais. Elle s'est rapprochée, ses bottes claquant sur le parquet, et je sentais qu'elle essayait de me déchiffrer, comme elle le faisait toujours. « On peut arranger ça ?» a-t-elle dit, et sa voix avait ce ton entraîné, celui qu'elle utilisait quand elle pensait pouvoir me convaincre de n'importe quoi. J'ai secoué la tête, lentement et sûrement, et continué à emballer. « Non, on ne peut pas. » Elle s'est tue alors, et j'ai pensé qu'elle partirait peut-être. Mais non, elle est juste restée là, me regardant plier. Une chemise, les bras croisés comme si elles se tenaient ensemble. « Tu n'as même pas essayé ?» a-t-elle dit après 1 minute, et il y avait une pointe d'amertume maintenant, un peu de cette colère que j'attendais. J'ai arrêté, les regardé droit dans les yeux, et j'ai dit, j'ai essayé pendant 7 ans, Marissa. Toi, non. Sa bouche s'est ouverte, puis refermée, comme si elle ne savait pas comment contrer ça. Je suis retourné au carton, empilant les photos, sentant l'air devenir plus lourd entre nous. « Tu ne t'es jamais battu pour moi, » ai-je dit, gardant ma voix stable même si ça faisait mal de le dire à voix haute. « Tu t'es battu pour me garder à ma place, pour me garder silencieux, pour les rendre heureux. Mais tu ne t'es jamais battu pour moi. » Elle a tressailli, juste un peu, et j'ai vu quelque chose vaciller dans ses yeux. Peut-être de la culpabilité, peut-être une prise de conscience, mais c'était vite parti. « Ce n'est pas juste, » a-t-elle dit, mais ça sonnait faible, comme si elle n'y croyait pas elle-même. J'ai haussé les épaules, scotchant le carton. « Peut-être pas, mais c'est le vrai. » J'ai pris le 2e carton, commencé dans le salon, quelques vieux disques, une tasse que j'aimais, et elle m'a suivi, planant, comme si elle voulait m'arrêter, mais ne savait pas comment. « Qu'est-ce que je suis censé leur dire ?» a-t-elle demandé. Et je savais qu'elle parlait de sa famille. Je n'ai pas levé les yeux. « Ce que tu veux. Je m'en fiche maintenant. » Ça l'a touchée. Je pouvais le voir. Parce qu'elle s'est tue à nouveau. Plus longtemps cette fois. Je continuais à bouger, à emballer. Et quand j'ai fini, j'avais 2 cartons et mon sac, prêt à partir. Elle était toujours là, manteau sur le dos, paraissant plus petite que je ne l'avais jamais vue. « Kaloum », a-t-elle dit, une dernière tentative. Mais j'ai secoué la tête à nouveau. J'ai fini. « Marissa, prends soin de toi. » Je suis passé devant elle, sorti par la porte, dans le couloir jusqu'à l'ascenseur. Elle n'a pas suivi, n'a pas appelé après moi, et quand les portes se sont fermées, j'ai senti ce poids se lever à nouveau. J'ai conduit directement à l'aéroport, expédié les cartons en Oregon et pris le vol suivant. De retour sur la côte, j'ai atterri sous un ciel plein d'étoiles, l'océan m'attendant comme il le faisait toujours. Cette dernière visite n'a rien changé. Elle a juste fermé la porte que j'avais déjà franchie. Elle ne comprenait toujours pas. Pensait encore que c'était à propos de réparer quelque chose de cassé. Mais ce n'était pas ça. C'était à propos de lâcher prise. Je m'appelle Kaloum Ridgway. Et après être revenu en Oregon de ce dernier voyage à New York, j'ai commencé à construire quelque chose de réel. Pas juste une vie, mais une version de moi-même que j'avais perdue quelque part en chemin. Les cartons de l'appartement sont arrivés quelques jours plus tard, et je les ai déballés lentement, plaçant les livres de ma mère sur une étagère que j'avais trouvée dans une vente de garage, accrochant la photo de moi et Ellie au mur près du canapé. La montre de mon père est restée dans sa boîte pour l'instant. Je n'étais pas prêt à la porter, mais savoir qu'elle était là me convenait. Ce petit studio sur la côte commençait à ressembler au mien, pas juste un endroit où dormir. Et chaque pièce que j'ajoutais le rendait plus solide. Je faisais du freelance depuis que j'étais arrivé, résolvant des problèmes informatiques en ligne, mais j'ai décidé d'aller plus loin, commençant à faire de la pub pour mes services en ville, distribuant des flyers au café et à la quincaillerie. Le bouche à oreille a vite fonctionné. Et bientôt, j'avais des clients réguliers, surtout des petites entreprises, qui aimaient que je ne complique pas les choses ou ne facture pas trop cher. Ils se moquaient que je ne vienne pas d'une famille prestigieuse ou que j'ai épousé de l'argent qu'ils ne verraient jamais. Ils voulaient juste que je fasse le boulot. C'était une sorte de respect que je n'avais pas ressenti depuis des années, et ça me reconstruisait, brique par brique, en quelqu'un que je pouvais regarder dans le miroir. La ville était petite, mais les gens étaient bons, honnêtes, d'une manière que la bande de Marissa n'avait jamais été. J'ai rencontré un gars nommé Pete au diner un matin, un pêcheur avec des mains comme du papier de verre, qui me faisait un signe de tête au-dessus de son café,
comme si on se connaissait depuis toujours. Il y avait Sarah, qui tenait le café et me glissait toujours un muffin en plus quand je venais. 10 ans. On dirait que t'en as besoin. Il ne posait pas de questions sur mon passé. N'avait pas besoin de connaître mon niveau de revenu ou qui j'avais épousé. Et c'était un soulagement que je ne savais pas que je désirais. J'ai commencé à passer plus de temps avec eux, prenant une bière avec Pete après qu'il rentrait de son bateau, aidant Sarah à réparer son vieil ordinateur quand il plantait. Ils sont devenus mes gens, pas parce que je l'ai forcé, mais parce que c'est arrivé naturellement, facilement. J'ai repris contact avec Ellie aussi, l'appelant une nuit après m'être installé. Elle a décroché à la première sonnerie, sa voix claire et forte. « Callum, t'es vivant. » J'ai ri. Lui parlait du studio, de l'océan, du travail que je faisais. Elle m'a dit qu'elle était fière de moi, et je pouvais entendre la vérité là-dedans. Elle avait attendu que je me libère plus longtemps que moi. On a parlé de maman et papa, de comment elle allait à la maison, et j'ai promis de venir bientôt. Ça faisait du bien, d'avoir sa voix à l'oreille à nouveau, comme une pièce de mon ancien moi qui se remettait en place. J'ai commencé à faire des randonnées le week-end, suivant des sentiers à travers les bois ou le long des falaises, le genre de choses pour laquelle je n'avais jamais eu le temps à l'Est. L'air était vif, les vues vastes, et ça me clarifiait l'esprit comme rien d'autre. Un samedi, je me suis arrêté dans un refuge local sur un coup de tête et je suis rentré avec un chien, un bâtard hirsute avec une oreille qui se dressait bizarrement. Je l'ai appelé Booker, sans raison particulière, juste un nom qui lui allait. Il me suivait partout, trottinant lors des promenades ou se roulant en boule à mes pieds pendant que je travaillais. Il ne demandait pas grand-chose, juste de la nourriture, une caresse sur la tête, une course rapide sur la plage, et lui donner ça me rendait stable, comme si j'étais à nouveau utile à quelque chose. C'est drôle comme les choses les plus simples ont commencé à compter le plus. Je m'asseyais sur mon balcon la nuit, Booker ronflant à côté de moi, écoutant les vagues et regardant les étoiles percer l'obscurité. Le travail prenait de l'ampleur. Je faisais maintenant du consulting à plein temps, construisant des systèmes pour les boutiques locales, dépannant des réseaux, et les gens me faisaient confiance, comptaient sur moi, sans avoir besoin de connaître toute mon histoire. J'avais échangé les parquets polis de l'appartement pour cet endroit grinçant, le bruit de la ville pour le bourdonnement de l'océan. Et ce n'était pas parfait, mais c'était à moi. J'avais passé tellement de temps dans l'ombre de Marissa, à me plier aux règles de sa famille, que j'avais oublié ce que ça faisait de se tenir droit. Ici, je n'avais pas à m'expliquer, pas à m'excuser pour d'où je venais ou ce que je n'avais pas. Pete me tapait dans le dos et disait « Content de t'avoir parmi nous, Cal ». Et Sarah souriait quand je réparais son imprimante. Et c'était assez. Booker me poussait la main avec son nez humide, et je riais, lui grattant les oreilles, pensant à quel point c'était facile de le rendre heureux. J'avais trouvé la paix. Pas le genre bruyant et dramatique, mais le genre calme qui s'installe lentement et reste. Elle était dans l'air salé, le rythme régulier de mes journées. La façon dont je pouvais entendre mes propres pensées à nouveau, je me reconstruisais, une petite pièce à la fois, et chaque brique que je posais était un pas de plus loin de l'homme que j'avais été. Celui qui avait supplié pour une place à une table qui ne voulait pas de lui. Je m'appelle Callum Ridgway, et après des mois de calme en Oregon, le passé a commencé à revenir. Pas bruyamment ou en s'écrasant, mais doucement, comme des échos que je ne pouvais pas tout à fait chasser. J'avais construit un bon rythme ici, travail, promenade avec Booker, café avec Sarah, bière avec Pete, et ça semblait solide, comme la vie que j'avais toujours voulu, mais que je ne savais pas que je pouvais avoir. Le studio était maintenant chez moi, avec ses étagères d'occasion, et le bruit de l'océan qui me tenait compagnie la nuit. J'avais arrêté de vérifier mon téléphone pour des messages de Marissa ou de sa famille, arrêté de me préparer à leur prochain coup. Je pensais les avoir laissés derrière pour de bon. Mais un matin, j'ai ouvert mon ordinateur portable et vu un email d'elle. Ce n'était pas grand-chose, juste quelques lignes, sans sujet. Mais ça m'a arrêté net. Je suis resté assis à ma petite table, le café refroidissant dans mes mains, fixant son nom sur l'écran. Une partie de moi voulait le supprimer sans le lire. Préserver la paix pour laquelle j'avais tant lutté. Mais une autre partie, peut-être la partie têtue, l'a ouvert. Elle ne m'a pas supplié de revenir, n'a pas essayé de me culpabiliser comme sa mère l'aurait fait. C'était plus simple que ça, plus triste aussi. Je vois maintenant, Callum, écrivait-elle, comment tout s'est défait.
J'étais tellement occupé à essayer de les rendre heureux, maman. Grégory, tout ce que je n'ai pas vu que je te perdais. Je suis désolé. C'était tout. Pas de promesses, pas de « s'il te plaît ». Juste des regrets exposés simplement et calmement. Je l'ai lu 2 fois, puis me suis adossé à ma chaise, laissant ça s'imprégner. Booker a poussé ma jambe avec son nez, gémissant pour sa promenade, mais je suis juste resté là, fixant les mots. Ce n'était pas de la colère qui m'a frappé, j'avais épuisé ça il y a des mois, c'était autre chose, une sorte de douleur fatiguée. Elle voyait maintenant, disait-elle. Mais où était cette clarté quand je me tenais devant elle, lui demandant de me choisir? Où était-elle quand je faisais mon sac, attendant qu'elle dise quelque chose, n'importe quoi, pour m'arrêter? Je n'ai pas répondu. Pas parce que j'étais en colère, pas parce que je voulais lui faire mal, mais parce qu'il n'y avait plus rien à dire. Le silence semblait plus vrai que n'importe quel mot que je pourrais renvoyer. C'était la réponse qu'elle n'avait jamais entendue quand j'étais encore là, encore en train d'essayer. J'ai fermé l'ordinateur, pris la laisse de Booker et l'ai emmené à la plage, laissant le vent et les vagues noyer l'écho de son email. Le sable était froid sous mes bottes, et Booker courait devant, chassant les mouettes, pendant que je marchais lentement, les mains dans les poches, réfléchissant. Elle m'avait perdu bien avant que je parte, et je l'avais perdu aussi, quelque part entre les règles de sa famille et mon propre point de rupture. Cet email ne changeait rien, il confirmait juste ce que je savais déjà. J'avais fini de porter son regret avec le mien. Quelques mois plus tard, une autre lettre est arrivée, cette fois par courrier, écrite à la main sur du papier épais qui sentait légèrement le parfum de Blythe. Je savais que c'était d'elle avant même de l'ouvrir. Marissa n'écrivait pas de lettres, mais sa mère adorait le drame de ça. Je me tenais près de la boîte aux lettres, l'océan grondant au loin, et je l'ai déchirée. « Callum », commençait-elle, tout en formalité et tranchant. « Tu as brisé le cœur de ma fille. Tu as fui tes responsabilités. Notre famille. Et tu l'as laissé ramasser les morceaux. J'espère que tu es fier de toi. » Le reste était dans le même style, du mépris dégoulinant de chaque ligne, me blâmant comme si j'avais incendié leur petit monde parfait. Je l'ai lu une fois, debout là dans le vent, puis je suis rentré et l'ai passé dans le destructeur de documents près de mon bureau. La machine a vrombie, la déchiquetant, et j'ai regardé les morceaux tomber dans la poubelle, ne ressentant rien d'autre que du soulagement. Blythe ne comprenait pas, ne comprendrait jamais. Elle pensait que j'avais brisé Marissa, mais Marissa s'était brisée elle-même, les choisissant plutôt que moi à chaque occasion. Je n'étais pas fier d'être parti, mais je n'en avais pas honte non plus. C'était ce que je devais faire pour respirer à nouveau. Je ne lui devais pas de réponse, ne leur devais plus rien. Le destructeur s'est arrêté, et j'ai emmené Booker pour une autre promenade, laissant l'air salé me clarifier l'esprit. Ses échos, l'email de Marissa, la lettre de Blythe continuait d'arriver, mais il ne restait pas. J'avais construit trop de choses ici pour les laisser me ramener en arrière. Le travail était stable maintenant. Mes clients comptaient sur moi, et j'aimais ce poids, la façon dont ils me gardaient ancré. Pete et moi avions commencé à pêcher le week-end. Juste un petit bateau et quelques heures tranquilles sur l'eau, et Sarah me taquinait sur mes coups de soleil quand je venais au café après. Ellie appelait parfois, me racontant sa vie à l'Est, et je lui parlais du dernier tour de Booker ou de la vue depuis mon balcon. C'était petit, ce monde que j'avais créé, mais il était solide, et il ne pliait pas aux règles de quelqu'un d'autre. Le passé pouvait raisonner autant qu'il voulait. Marissa pouvait regretter. Blythe pouvait rager, mais je n'écoutais plus. J'avais trouvé mon équilibre, un pas à la fois, et chaque jour où je restais parti, ses voix devenaient plus faibles. Je m'asseyais sur la falaise certaines nuits, regardant les vagues s'écraser sous les étoiles, et je sentais la vérité s'installer. Je n'avais pas besoin de leur pardon, pas besoin de leur compréhension. J'avais ça, l'océan, le chien, les gens qui se moquaient d'où je venais. Et c'était assez. Je m'appelle Callum Ridgway, et ça fait 1 an que je suis sorti de cette grande maison à New York. 1 an que j'ai acheté ce billet, aller simple pour l'Oregon, et décidé d'arrêter de m'expliquer. Le divorce est finalisé maintenant. Les papiers signés, les avocats payés, tous les fils lâches noués proprement. Je vis dans un endroit modeste sur une falaise surplombant le Pacifique, un cran au-dessus du studio, mais toujours simple. Avec une véranda où je peux m'asseoir et regarder l'eau s'étendre à l'infini, je me lève tôt la plupart des jours, fais du café, et emmène Booker pour une promenade le long de la côte avant de m'installer pour travailler. Toujours dans la tech, réparant des systèmes et résolvant des problèmes.
mais à mes conditions maintenant. L'air a toujours cette morsure salée, et le bruit des vagues est constant, comme un battement de cœur auquel je me suis habitué. Ce n'est pas une vie tape à l'œil, mais elle est à moi, et c'est le plus grand changement de tous. Je ne réponds plus à personne. Quand je suis parti, Marissa voulait des excuses, voulait que je plie une dernière fois pour m'intégrer à son monde. Mais j'ai choisi le billet à la place, et je n'ai jamais regardé en arrière. L'appartement, sa famille, tout ce gâchis étouffant. C'est un souvenir maintenant, s'estompant un peu plus chaque jour que je passe ici, j'y pense parfois, à comment j'ai passé 7 ans à essayer d'être ce qu'il voulait, me tordant en nœuds pour prouver que j'étais assez bien. Sa mère, Blythe, avec ses regards froids et ses mots encore plus tranchants. Grégory avec ses sourires narquois et ses piques. Et Marissa, coincée entre eux et moi, choisissant toujours leur camp quand ça comptait. Je me demandais parfois si j'aurais pu me battre plus fort, rester plus longtemps. Mais ici, avec l'océan devant moi et Booker à mes pieds, je sais que j'ai fait le bon choix. Partir n'était pas fuir, c'était me sauver. Le divorce a pris des mois à régler, plus longtemps qu'il n'aurait dû, parce que Marissa traînait des pieds. Elle ne s'y est pas opposée directement, n'est pas arrivée avec des avocats hurlants, mais elle a tergiversé, manqué des délais, demandé des extensions, comme si elle pensait que je changerais d'avis si elle m'attendait. Je n'ai pas changé d'avis. Mon avocat a géré la plupart des choses, et j'ai gardé mes distances, envoyant des emails quand je devais, les gardant courts et directs. Quand les derniers papiers sont arrivés, je les ai signés à ma table de cuisine, le stylo grattant bruyamment dans le silence, et j'ai senti un poids se lever que je ne savais pas encore là. C'était fini, plus de liens, plus de revendications, juste moi et la vie que j'avais construite. Ici, j'ai mes routines, travail le matin, randonnée ou pêche avec Pete le week-end. Café avec Sarah quand elle n'est pas débordée au café. Ellie est venue me rendre visite une fois, est restée 1 semaine, et nous nous sommes assis sur la véranda chaque soir, parlant de tout et de rien. Elle a dit que j'avais l'air différent, plus léger, et je lui ai dit que je le ressentais aussi. Booker a grande, toujours hirsute mais plus intelligent maintenant. Et c'est mon ombre, me suivant de pièce en pièce, dormant près de la porte comme s'il la gardait. Les gens en ville me connaissent, pas toute mon histoire, juste les parties que je partage, et ils n'en demandent pas plus. Pete m'appelle Cal, comme si ça avait toujours été mon nom. Et Sarah a commencé à me confier les comptes du café quand ces chiffres ne tombent pas justes. C'est une communauté, pas forcée ou fausse, juste des gens vivant leur vie à côté de la mienne. Je ne m'explique plus, ni à eux, ni à personne. C'est la vraie liberté, celle que je ne savais pas avoir perdue, jusqu'à ce que je la retrouve. À New York, j'étais toujours en train de justifier. Pourquoi je faisais ce que je faisais? Pourquoi je n'étais pas comme eux? Pourquoi je méritais une place à leur table? Ici, personne ne s'en soucie. Je me pointe, je fais mon travail. Je partage une bière avec Pete, ou je lance un bâton pour Booker. Et c'est assez, je ne dois mon histoire à personne. Je n'ai pas à prouver que je vaux quelque chose. La famille de Marissa pensait que l'amour venait avec des conditions. Obéir, s'intégrer, s'excuser quand on sort du rang. Mais j'ai appris que ce n'était pas nécessaire. Ellie m'aime parce que je suis son frère. Pete parce que je suis un ami. Booker parce que je suis son humain. C'est simple, et simple. C'est ce dont j'avais besoin depuis le début. Je pense à Marissa parfois. Je me demande ce qu'elle fait maintenant que les papiers sont signés. Peut-être est-elle toujours dans l'appartement, allant encore à ses dîners familiaux, essayant toujours de rendre Blythe heureuse. Son email d'il y a des mois, celui sur le regret, reste sans réponse dans ma boîte de réception. Et je n'ai jamais ressenti le besoin de changer ça. Elle a fait son choix à l'époque, les choisissant plutôt que moi. Et j'ai fait le mien quand je suis parti. Nous sommes quittes maintenant. D'une certaine manière, tous deux libres de vivre comme nous voulons. Juste pas ensemble. Je ne la déteste pas. Je ne lui en veux même plus. C'est juste fini. La falaise est ma maison maintenant, avec ses vues larges et ses nuits calmes. Et chaque jour que je passe ici, je me sens plus comme l'homme que j'étais censé être. Je travaille dur. Je gardais les choses simples. Et je laisse l'océan lisser le reste. Pas d'excuses. Pas de regard en arrière. Juste moi, mon chien, mes gens, et une vie que j'ai construite à ma façon,